On entame notre premier débat maintenant. Merci d'être là. Merci d'être là à Avignon pour parler de cette question de la diversité des publics. Alors, c'est formulé peut-être de manière un peu académique. Est-ce que c'est un objectif stratégique? Tout simplement, est-ce que c'est votre objectif? Et qu'est-ce que ça représente pour vous quand on est créateur, les publics, la relation qu'on peut avoir avec ces publics? Alors, je voudrais vous présenter, d'abord en commençant par vous, Sana Ghanima. Vous êtes donc tunisienne. Vous avez une formation, comme Claudine, plutôt scientifique. Vous êtes ingénieur en génie industriel de formation et vous êtes fondatrice et PDG de Sanabil Med. C'est quoi Sanabil Med? C'est une maison d'édition numérique jeunesse. D'accord. Donc, et on me dit que vous donnez forme à des contenus culturels et éducatifs, c'est ça la... Tout à fait, on est dans le ludopédagogique jeunesse, pratiquement exclusivement numérique, adressé aux enfants principalement entre 3 et 12 ans. C'est notre cœur de cible. Alors je vous présente Eduardo Brown, qui est chilien, fondateur et directeur artistique et chef d'orchestre du Camerata Universidad de Los Andes à Santiago. Et vous avez été chef d'orchestre au Texas et dans des différentes formations universitaires au Chili. Évidemment, vous dirigez un peu partout, sur 3 continents, avec beaucoup d'éclectisme dans le répertoire, que ce soit l'opéra, le ballet, la comédie musicale. En France, vous avez dirigé ou... Non. Bon, il faut qu'on s'y mette là. Vous me demandez pourquoi je parle français, parce que les Français exportent leur culture. Alors, ils enseignent le français au Chili. C'est pour cela que moi, je parle français. Bon, mais j'ai plutôt travaillé aux États-Unis et au Chili, en Amérique du Sud et en Asie aussi. Et puis Nabil Ayouch, que je pense certains d'entre vous, même beaucoup, connaissent. En tout cas, vous le connaissez à travers ses films. Nabil, vous êtes réalisateur, même si vous avez commencé d'abord par le théâtre. Et si dans le fond, le spectacle vivant vous a jamais complètement quitté, on vous retrouve régulièrement. Vous avez même fait un jour la clôture de Davos. Ça, vous pouvez bien faire la clôture du Forum d'Avignon, parce que c'est encore mieux, le Forum d'Avignon que Davos, vous voyez. Mais vous êtes connu pour vos films. Beaucoup se souviennent de Mektoub, c'était votre premier long métrage en 1997. Puis Ali Zawa en 2000, Une minute de soleil en moins en 2003 et Whatever Love Lola Wants en 2007. Et puis on a eu le plaisir de découvrir votre dernier long métrage. J'avais vu à Cannes, je ne sais pas s'il est sorti encore, mais Les Chevaux de Dieu. Il sort le 30 janvier en France. En France, et qui était donc en sélection officielle. Vous avez par ailleurs, au-delà de votre travail personnel, créé une société de production qui découvre et produit de nombreux jeunes talents de la film industry. Vous appelez ça Made in Morocco. Vous auriez pu dire ça en français, non? C'est plus chic, non? En même temps, on a des ancêtres américains. C'est vrai. Et puis vous êtes un fidèle du forum, puisque je crois qu'il y a même une société d'ingénierie 3D qui a été créée au Maroc suite à la rencontre ici au forum de Mehdi Tayoubi de Dassault Systèmes. Si je me trompe pas. On s'est paxé ici, on a fait un bébé ensuite. Bon, écoutez, voilà, bientôt vous pourrez vous marier. Enfin bon, tout ça, c'est une question de parlement, ça va venir. Si les lois passent, oui. Oui. Écoutez, vous avez entendu nos amis de Bain nous parler de cette terre de milieu. C'est une sorte de terreau qui serait en train d'apparaître entre les contenus de masse, que peut-être vous n'atteignez pas complètement encore avec votre travail, sauf si vous passez par Hollywood, et puis les niches, ces fameuses niches. Donc une sorte de terreau qui serait favorable à la diversité des contenus culturels. Le mot diversité, je crois que le Chili, la Tunisie, le Maroc ont dû être signataires de la Convention sur la diversité culturelle il y a maintenant quelques années à l'UNESCO. Une sorte de terre du milieu qui permettrait de toucher de nombreux publics, probablement d'ailleurs plus uniquement des publics nationaux, mais évidemment d'aller au-delà des frontières. C'est le cas évidemment de vos disciplines, de ce que vous faites dans l'industrie numérique, ce que vous faites à travers les films et la musique qui voyage. Je voudrais peut-être vous demander à vous, Sana, quel est aujourd'hui dans le climat tunisien, pour dire les choses assez clairement, quelle est votre vision du monde sur cette terre du milieu? Est-ce que cette terre du milieu va se développer en Tunisie ou est-ce que vous allez chercher vos clients ailleurs? En termes d'équilibre économique, depuis le temps, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le marché tunisien étant exigu par nature, c'est un petit marché qui ne permet pas réellement d'avoir... C'est juste un laboratoire, c'est juste pour établir un petit peu les pilotes. Mais de toutes les façons, on a toujours pensé global, donc à la limite régionale. Donc on est sur la région arabe, Afrique,
Et notre dimension, je dirais, multiculturelle, multilinguistique, nous permet également de partir même sur des marchés francophones, anglophones. Donc ça nous ouvre certains horizons, vu qu'on est sur un secteur quand même qui est très prometteur, mais qui a assez de mal à démarrer, hein, en parlant du numérique jeunesse sérieux. Dans l'éducatif, etc. Exemple de ce que vous produisez, par exemple, dans le domaine éducatif je peux parler d'un large programme qui est diffusé à l'international, qui a même, on a été primé en Malaisie. C'est l'enseignement de la langue arabe par biais du numérique en tant que langue étrangère pour les jeunes. Donc ça, c'est un grand champ qui généralement, et je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, prend des connotations assez serrées par rapport à l'identité arabo-musulmane dans le sens des textes, des illustrations. Alors que ce qu'on a fait, nous, est resté totalement neutre, c'est apprendre l'arabe indépendamment de toute connotation religieuse ou autre. Donc on est dans l'objectivité linguistique, on est dans la neutralité du texte aussi bien que du contexte. Également. Donc ça nous a permis d'être diffusés assez largement dans le monde pour les enfants, pour le domaine éducatif, en Hollande, aux États-Unis, au Canada, en Malaisie, etc. Je me trompe ou vous avez déclaré, parce qu'on m'a donné ça comme une citation, mais une fois de plus c'est sorti de son contexte, mais vous dites quelque part, semble-t-il, ouvrez les guillemets, la révolution tunisienne nous met face à de nouveaux défis visant à préciser notre modernité tout en restant ancré à nos racines culturelles. Ceci implique qu'on doit doubler de vigilance quant au contenu éducatif ou culturel présenté aux jeunes des générations futures. Alors, est-ce que c'est un langage diplomatique ? Ça veut dire quoi ? Pas du tout. J'ai jamais été diplomate. En fait, on est dans un contexte difficile, donc tout le monde le sait, je pense, mais en discutant un petit peu lors de ce forum avec certaines personnes, j'ai l'impression que notre message ne parvient pas pleinement. C'est-à-dire qu'on se fie aux médias qui ne sont pas parfois très proche de ce qui se passe réellement ou qui amplifie également certains aspects, alors que nous, de l'intérieur, on est en plein combat. Moi, j'ai jamais imaginé dans un de mes cauchemars, le pire, que je puisse être confrontée à une situation pareille, étant née après l'indépendance avec toute cette modernité, cette égalité des chances, le code du statut personnel, et là ça n'a rien à voir avec la culture, mais c'est le contexte dans lequel on a été élevé, étant parti dans des études techniques purement masculines, sans aucune entrave, sans aucun problème. Donc imaginez un jour qu'on peut revenir en arrière, qu'il y ait un endoctrinement, une idéologie dans un pays qu'on croyait jusque-là assez laïque dans la pratique, ça nous met quand même face à de grands défis et au quotidien. Aujourd'hui, plus que jamais, la culture est le vecteur porteur. Et ce qu'on a toujours constaté, moi j'ai fait l'école nationale d'ingénieurs Tunis, les techniciens, les scientifiques, malheureusement, sont les plus versés dans cet endoctrinement idéologique. Et c'est là la force, c'est parce que c'est peut-être le monde de la vérité unique, quelque part, et c'est là que l'éducation et la culture viennent apporter le plus dans l'ouverture d'esprit, dans une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus humaine, et qui fait sauter les barrières de tout ce qui est extrémisme. Et notre rôle est justement d'ancrer davantage ces notions de tolérance, d'acceptation, de dialogue et d'ouverture d'esprit à ce qui se passe ailleurs dans le monde et à ce que nous, nos racines nous renvoient comme 3000 ans d'histoire, de diversité, de mélange, etc. Nous sommes un mélange, on le disait tout à l'heure, pas compliqué, mais assez complexe génétiquement. Complexe, oui. Et là, effectivement, on est de plusieurs appartenances et ça doit être reflété pour les générations futures, pour le nouveau combat, pour la nouvelle réorganisation géopolitique du monde. Et on doit sortir des générations qui soient réellement, à l'instar de ce qu'a toujours été la Tunisie, donc ouverts d'esprit, réceptifs et aussi émetteurs d'échanges culturels et humains. Mais vous êtes une minorité à penser ça ou une majorité en Tunisie aujourd'hui, cette question de la diversité de la Tunisie comme étant une force, vous êtes compté ? C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même une bonne majorité qui le pense, mais en termes de pratique, aujourd'hui, immédiatement, conjuguée à une crise socio-économique accentuée,
dans un contexte de chaos total en Tunisie. Il faut dire que nous sommes dans un chaos économique qui implique bien évidemment des soulèvements sociaux, tous les malaises possibles et imaginables. Le fait qu'on n'ait pas de touristes, par exemple, ça accentue aussi bien le cloisonnement de la Tunisie que la gravité de la situation économique. Donc, au fin fond, je pense que tout le monde le pense à une majorité. Mais en termes de pratique, on l'oublie. Et on passe à d'autres pratiques qui sont assez quand même extrémistes. Amos Gitaï nous rappelait hier que l'artiste, le créateur, avait forcément toujours à un moment donné un aspect un peu provocateur ou sacrilège. Et ce mot de sacrilège, parfois difficile en Tunisie aujourd'hui. Il y a eu tout un débat sur l'art comme étant blasphématoire. Tout à fait. Nous, par exemple, lors des débats avec l'Assemblée nationale constituante, pendant 2 journées ouvertes avec la société civile, c'est le point, en dépit du fait que je préside une association de femmes, mais ça, c'est la liberté fondamentale, donc la liberté artistique, parce que des axes sur lesquels focalisent les courants obscurantistes, bien évidemment, c'est d'attaquer l'art en premier lieu, et ça on l'a vu avec l'affaire Abdelia, avec les affaires des films, des pièces de théâtre, etc. Et donc nous, ce qu'on a défendu avant les droits des femmes, les droits humains, etc., c'était les droits à l'expression artistique claire, et le fait de condamner le sacré, on a demandé une définition, et d'ailleurs notre brave porte-parole de l'association, qui est une magistrat de longue date, a effectivement illustré ça en disant: si un jour je fais un tableau où il y a une vache, on va me dire vous faites une attaque à la sourate de la Baqara, etc. Donc quelle est la limite de ce sacré? Il faut absolument que ça disparaisse des textes, parce que ça n'a pas de définition exacte, et du coup tout le monde peut tomber là-dedans. Et bon, on attend quand même l'application de ça avec la parution de la version pré-finale de la Constitution, mais en principe ça a été éliminé. On a envie de vous applaudir quand même. Merci. Bon, les vaches, après tout, il y a des vaches sacrées, donc en Inde, on doit pouvoir les peindre. Comment vous entendez ce qui vous est dit par votre voisine, toute proche, Nabil, sur cette question de la diversité, ces enjeux qui sont... Pardon de vous placer tout de suite, parce que dans le fond, quand je vais parler avec Eduardo, peut-être que je ne parlerai pas de géopolitique, même si dans son pays, il y a 30 ans, 40 ans, c'était le cas, mais quand même, nous sommes des artistes ou des créateurs dans la cité, dans la société, ça a été rappelé beaucoup hier. Comment vous entendez ce que vous dit votre petite sœur tunisienne à côté, là ? Non, je l'entends évidemment avec beaucoup de proximité, parce que je crois que les maux qu'on vit sont à peu près les mêmes, alors à des degrés divers, bien évidemment. Mais en même temps, ce que dit Sana est tout à fait juste. On vit en tant qu'artiste, et pas seulement en tant qu'artiste, dans ces pays-là, une situation extrêmement difficile. Et en même temps, moi j'ai envie de me placer, de mon point de vue, donc d'un acteur culturel de la rive sud de la Méditerranée, aussi dans une forme d'optimisme et d'envie d'aller de l'avant. Parce que des raisons d'espérer, on en a. Elles sont réelles. On a vu début d'année dernière de formidables mouvements populaires qui sont descendus dans la rue, qui ont renversé des dictatures qui pour certaines dataient de plusieurs décennies, alors qui ont porté au pouvoir de formidables gouvernements avec des idéologies rétrogrades et conservatrices. On a vu des dictateurs renverser, des systèmes politiques détruits, remplacés par de nouveaux, certains tout aussi totalitaires, la charia pour ne pas la citer. Avant, on n'avait pas de liberté d'expression, ou en tout cas elle était extrêmement contrôlée, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, tout le monde peut parler, et en même temps, tout le monde doit dire la même chose. Et puis, au niveau du code du statut personnel, des décennies de combats, notamment sur le statut de la femme en Tunisie, et pas seulement, parce qu'il y a une société civile et un monde associatif extrêmement combatif, un petit peu dans tous nos pays, qui ont créé toute une série d'avancées. Et ben, on voit aujourd'hui ce que ça donne. On en est en Tunisie à se poser la question de savoir si la femme est l'égale de l'homme. Voilà, un des débats actuellement chez nos amis politiciens. Les subventions culturelles aussi, que je pourrais citer, qui avant étaient complètement contrôlées. Je crois qu'on l'avait bien compris. Les États avaient fait de la culture un pouvoir de contrôle, pas seulement sur les artistes, mais sur la société, en les distillant parcimonieusement quand ils en avaient envie, à qui ils en avaient envie. Alors,
Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que les artistes n'ont plus le droit de créer, n'ont plus le droit d'exposer. Ou alors, quand ils ont le droit, il faut parler d'art propre. Moi, j'ai un des ministres qui est issu du gouvernement nouvellement élu au Maroc l'année dernière. Depuis un an, ça, oui. Oui, ça fait un an, qui a eu cette phrase absolument magnifique qui disait nous, on veut bien encourager l'art au Maroc, mais à condition que ce soit de l'art propre. Alors, d'abord, il va falloir m'expliquer ce que c'est que l'art propre, parce que ça sous-tendrait qu'il y a un art sale. Et puis, ça donne quelque part une espèce de cartographie de l'état où on en est, aussi bien du niveau du débat que du niveau de la pensée. Venant du Maroc, quand même, où vous avez un petit peu, je crois, légèrement inspiré du modèle du CNC, quand même, un organisme, le Centre national du cinéma marocain, qui, quand même, il y a une structuration comme de cette industrie culturelle forte, non? Oui, mais attention, il ne faut pas tout mélanger. Ça ne veut pas dire que parce que le domaine est structuré et parce qu'il est subventionné, qu'on n'est pas en risque. D'accord. En même temps, parce que je ne voudrais pas passer pour un cynique, ou en tout cas pas seulement, dans les raisons d'espérer, moi je lis une envie d'aller de l'avant, je lis une envie d'être conquérant, je lis une envie de dire c'est dur mais on va y arriver, et je pense qu'effectivement on va y arriver et qu'on doit rester optimiste parce qu'on repart, je dis bien on repart de très très loin. Il y a de nombreuses terres et de nouvelles terres à reconquérir. Alors on a parlé de terres du milieu. Oui, tout à fait. Moi j'y crois à ces terres du milieu, bien sûr, parce qu'il y a des espaces de liberté sur lesquels il faut fédérer. Il faut fédérer toute une série de gens qui ne pensent pas comme ça, mais qui en même temps sont isolés chacun de leur côté. Alors comment les reconquérir avec des espaces de liberté actuels qui se restreignent jour après jour? Est-ce qu'il y a une nouvelle forme de démocratie à réinventer, un nouveau système? Est-ce qu'on va y arriver en essayant d'activer les leviers qui sont les nôtres actuellement? Et puis quelle place la culture peut jouer dans tout ça, dans la reconquête de ces territoires qui sont d'ailleurs perdus parce qu'ils n'ont jamais été véritablement bien défendus. Vous savez, si on avait dans nos pays eu une vraie vision de politique culturelle depuis l'indépendance, elle ne serait pas aussi fragile aujourd'hui. Le problème, c'est que nos hommes politiques n'ont pas vu et n'ont pas conçu la culture comme un des piliers les plus solides de la société. Quand on leur parle de diversité culturelle, pour eux, c'est un mot creux. Je me rappelle en 2003, mon ami Pascal Regard s'en souvient, quand j'ai créé la coalition pour la diversité culturelle au Maroc au moment de la négociation des accords bilatéraux de libre-échange avec les États-Unis. Le contexte, c'est quoi? À l'époque, les États-Unis qui n'arrivent plus à faire ce qu'ils veulent au sein de l'OMC, dans des accords multilatéraux, se dit on va prendre les pays un par un en one-to-one dans des accords bilatéraux. Bon, il y avait toute une liste sur le petit papier de George Bush, et parmi lesquels il y avait le Maroc. Et là-dessus, évidemment, la culture, c'est un bien et un service comme les autres. Alors, nous, on monte en créneau, on va voir nos gouvernants, on leur explique, mais pas du tout. Enfin, qu'est-ce que vous nous racontez là? Ils nous disent, mais il y a tellement peu, finalement, d'infrastructures culturelles, il y a le piratage, etc., etc. Qu'est-ce que vous venez nous emmerder avec votre diversité culturelle? Au contraire, les Américains, ils vont arriver, et c'est bien de considérer la culture comme un bien et un service comme un autre, parce qu'ils vont arriver à structurer tout ça. Et nous, on leur dit, mais non, c'était à vous de faire le job. C'est pas aux Américains de lutter contre le piratage parce qu'il y a Hollywood et parce qu'ils ont envie de vendre des DVD, des CD, de la musique. Non, c'était vous qui deviez faire ça. Alors, on s'est battu, on a réussi à préserver quelques acquis bien minces. En tout cas, aujourd'hui, on parle de diversité culturelle au Maroc, beaucoup plus qu'avant, sauf que la défense, plus que la défense d'ailleurs, le sens même de la diversité culturelle, il a changé. Il faut se battre aujourd'hui. L'ennemi, entre guillemets, vient plus de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Il faut se battre contre une espèce d'uniformité de la pensée, contre un déni, nos racines plurielles, nos racines africaines, nos racines berbères, nos racines juives, nos racines païennes. Tout ça, on l'oublie complètement et on a envie de faire de nous des êtres qui se ressemblent. Or, c'est pas vrai, on ne se ressemble pas. Et c'est vrai que la prophétie de Fritz Lang dans Métropolis, moi je la vois, je la vis au quotidien quand je me balade dans les rues, dans les cafés. On a envie de désincarner finalement tout ce qui fait vibrer notre âme, notre cœur en tant qu'être humain. Et le danger, il est là, et les terres à reconquérir, elles sont là. On a envie de vous applaudir aussi. Ils ont un petit avantage sur vous, parce que bon, le Chili, c'est assez loin, c'est pas un très très grand pays en termes de population, mais son histoire, sa culture
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que ces révolutions arabes vous ont mis au devant de l'actualité et que les artistes tunisiens sont très repérés maintenant. Bon, peut-être qu'ils ont des difficultés pour travailler dans leur propre pays, mais en même temps, le monde est grand, ils sont attendus. Vos films circulent partout, ils ont toujours circulé partout. Peut-être que le problème est qu'ils soient vus plus au Maroc qu'ils ne le sont, je ne sais pas. Mais en même temps, tous ces pays sont à la fois devenus, sont au devant de l'actualité, et peut-être est-ce qu'il y a un marché culturel du monde arabe qui se construit, qui est un peu différent de celui que vous avez connu, qui probablement vous imposait des films égyptiens massivement sur le Maghreb, comme c'était le cas dans les années 70. Est-ce que quelque chose se constitue dans le domaine de l'économie de la culture lié par cette langue, en tout cas sinon par cette idée d'un monde arabe unifié, car on sait bien que ça n'existe pas. Il y a quelque chose, non ? Oui, effectivement, il y a une dynamique qui s'installe et en réplique à ce qui a été dit hier, contrairement à ce qui se passait avant, après la Révolution, les Tunisiens ont commencé à consommer de la culture tunisienne. Ouais. Donc, principalement en termes de cinéma, d'exposition de tableaux d'art, plein de choses qui sont principalement peut-être en relation encore avec la Révolution, des moments forts, etc. Et on est en pleine période de journée cinématographique de Carthage et l'inauguration s'est faite par un film tunisien qui s'intitule Dégage de Mohamed Zran, et pas mal d'autres œuvres donc tunisiennes sont au programme, chose qui n'était pas tout le temps au calendrier des JCC, effectivement. Et je pense que les gens sont de plus en plus attachés à redécouvrir ce qui a été perdu au fil des ans. Maintenant, il y a aussi une infrastructure à remettre en place parce que les salles de cinéma ont été désertées, ont été complètement détruites dans certaines régions, etc. Mais il n'y a pas que le cinéma, bien évidemment. Et actuellement, on vit également cette diffusion large via les nouvelles technologies. Et ça, c'est très important. Les petites capsules, les petites vidéos, les petites créations artistiques qui ciblent des niches ou qui voudraient créer des buzz aussi sur Internet sont fortement présentes avec quand même presque 4 millions de Tunisiens connectés à Facebook. Rien que ça. Et alors, comme il y a une tradition de Pax au Forum d'Avignon, vous allez faire des choses ensemble ? Vous allez imaginer des films, non ? Entre Marocains et Tunisiens ? Pourquoi pas ? En tout cas, oui, il y a une résistance qui s'organise. Sauf que cette résistance, il ne faut pas aller la chercher évidemment dans les médias traditionnels, parce que les médias traditionnels, ils sont sous tutelle, je crois qu'on l'a bien compris. Et puis parce qu'il n'y a pas encore véritablement de marché du monde arabe. Je crois que s'il y avait une unicité dans le monde arabe, ça serait depuis longtemps. D'abord parce qu'il faudrait que nos gouvernants s'entendent. Avant ça, vous voyez en Europe à quel point c'est compliqué. Alors imaginez dans le monde arabe. Et puis il y a des problèmes de langue. Enfin, vous n'êtes pas encore Bruxelles, vous, hein, vous êtes gâtés. Non. À Bruxelles. Donc. Mais il y a des choses à aller chercher, évidemment, parce qu'on a des alliés dans cette nouvelle diversité culturelle à défendre. Il y a des choses à aller chercher, par exemple, dans les nouveaux médias. Ils sont incontrôlables, on voit ce qu'ils ont permis de faire dans certains pays. Ils traversent les frontières. Il y a les chaînes satellitaires. Alors, il y a à peu près 500 chaînes satellitaires arabes. On connaît la partie immergée de l'iceberg, mais il y a toute une série de chaînes un peu fauchées avec derrière un point de vue tout à fait subversif et contradictoire sur la religion, et ça fait beaucoup de bien. Et puis donc il y a ces nouveaux espaces qui sont à conquérir et dans lesquels il y a une liberté d'expression à prendre, à aller chercher au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau même de la télé. Et simplement il faut à un moment essayer de faire des passerelles entre les différentes technologies et voir à quel moment, de quelle manière la technologie peut se mettre au service d'une idée. Bah écoutez, merci. Alors maintenant, on va traverser la mer, enfin deux mers, l'Atlantique, enfin la Méditerranée, et puis on va arriver du côté du Pacifique avec Eduardo Brown. Le Chili, c'est un grand pays de culture, donc la question de la diversité culturelle, elle se pose chez vous quand même, parce que je pense qu'il doit y avoir des influences fortes, que vous-même, vous avez fait une partie de votre carrière aussi aux États-Unis. Comment, en tant que musicien, évidemment, c'est relativement facile peut-être de toucher des publics différents, y compris dans des expériences qui peuvent exister, je sais, au Venezuela par exemple, avec des orchestres qui vont toucher des populations assez déshéritées. Comment vous faites ce travail de recherche de nouveaux publics ? Comment vous défendez, faites vivre cette diversité culturelle dont on parle ? Bon, moi, j'ai
j'ai préparé une petite présentation que Ben, je vais allez-y, si vous voulez. montrer. Je croyais que mes interlocuteurs allaient être anglophones. Alors, je vais faire la présentation en anglais. Ah oui, d'accord. Et Mais après, on très va bien, discuter en français. Ouais, allez-y, que Et même en espagnol, je crois qu'on ne peut pas Alors, traduire, mais allez-y. so I go in English, but you do speak English too, I think. Yeah. So, contrary to what happened in your country, Sana, in Chile, we do not have the problem of being prevented from expressing ourselves. The problem that we have now is that how do we make ourselves heard? I want to say something. Is anybody listening? That's the problem. Hey, I'm here. I'm Eduardo. Are you listening? That's the problem we have. Before, when we had Pinochet, we could not say what we wanted to say. Now we can say everything, but people don't want to listen. Make a revolution. Yeah, maybe that's what we need. Try it. That's why I would like to talk about this misconception of cultural goods, because this culture is an extremely vast concept. It's almost vague. When I'm sitting at my table and I'm eating in a certain way, that's a cultural act. So we can view culture in different angles, but there are two views that I would like to talk about. And these deal with experiences that ultimately enrich us. The first one is culture as a private act versus culture as a social act. Private act is when I go to bed and I'm reading my book. I'm reading my book, and that's a very profound cultural act. But when you go to bed with somebody, it's a social act? That's kind of interactive art. We'll talk to you about that later. Maybe our cartoonist is going to say something about what you just mentioned. But when we use the music concert, the exhibition, the book fair to gather people, to make them interact, then it becomes a social act. And I firmly believe that it's in this sort of social interaction that a very important aspect of culture is born. Now let's go back to this mass conception thing. Let's talk about audiences. I'm a musician, so the only musical acts that are really creating a big impact in terms of numbers are rock concerts. You get 50,000 people jumping in a stadium, and that is this involves a significant percentage of the local population in the same act, and that is something that is extremely valuable. As a symphony orchestra conductor, I conduct all sorts of styles and genres, symphonic opera, symphonic band, but the one that really brings the audience flocking in is the Broadway musical. I would like to tell you my very modest experience with the Broadway musical. I presented at the Teatro Municipal, which is the most important venue in my country, which is 155 years old. We presented The Man of La Mancha, the musical. We had 26 shows. We brought 35,000 people. Everybody went, oh, mais c'est incroyable. Oh, mais quelle quantité de gens. Oh, incredible. Wow, wow, wow. And then I started considering this. Santiago has 7 million people. So we brought 0.5% of the population. Did we really do any impact? No, I'm sorry. No mass impact whatsoever. No, nothing. Let's say that if we consider this in this room, let's say that we are 200 people here. 200 people. 0.5% of 200 is one person. So one of you came to my show, one. And where is the other person so you can interact and you can comment? Oh, this conductor was really bad. He messed up. There's no second person. So what was the impact of, oh, what incredible, you people flock to you? Nobody. So I'm really concerned about that. How can this type of culture exist if there's no interaction? If we're not going to share anything, how can culture exist? You were talking to me about going to bed. It's like going to bed by myself, no woman around. That's a problem, you see? So sports events do the same. They bring flocks of people into the stadium, and they drive people out of their homes. Again, it's the social act versus the private act. But artistic events they contribute one more ingredient to the soup, which sport events will hardly ever have, and that is the refinement of the spirit. And since we're a trilingual thing here, I put spirit, l'esprit, and der Geist, because there's something special about this word spirit. Nowadays, at least in my country, which is an emerging economy, everything is numbers, and you produce and the economy and the
Are you getting rich? Yeah? Talking about sensitivity and the spirit, yeah, is not very fashionable because it does not come from pure intellectual gymnastics. Yeah? And everything that has to do with emotion is considered sentimental, cute, and looked down and frowned upon. And that is a very big problem because culture has to have this guts component, the âme, l'âme, l'esprit. That is very important, and we tend to forget that. Everything is extremely intellectual and very intelligent. Now, in order to ensure this mass consumption, we need to provide universal access to culture, which is the ongoing discussion everywhere in the world. Yeah? And for that, what do? We do partnership with technology. And the technology is an incredible helper because it provides access and it provides speed. Yeah? But there's a downside of technology. There's an enormous threat. Yeah? It plays against the user. It becomes superficial. Yeah? And this is enhanced by this great threat to the profound enjoyment of anything in life. Yeah? And you know exactly what I'm talking about. It's this wonderful word, zapping. And what is zapping? It's, I don't want to get involved with this. I zap. This bothers me, zap. I am bored, zap. I change. So how are you going to assimilate anything if you don't give yourself time to digest it? It's like eating and throwing up immediately. That's zapping. And then also technology, and we talk so much about technology. So how do we use technology? It can be an incredible isolator. I found two little pictures. This is the glamorous interconnection, the beautiful people with their machines. Are they talking? Of course not. But the real party is this one, 10 p.m. And the kids are there, and they are not there. They're physically together, but their minds are somewhere else, and there's no verbal communication. There's nothing established. Could our grandparents ever have dreamed of such a party? I go, and I'm not with you, and I will not talk to you. It's horrendous. That's some usage of technology, so beware of technology. Now, we need also to understand that people feel separated from culture. I was saying before, in Chile, we have things to say. People don't want to listen. They feel separated from culture, from the kind of culture that you can, where you're going to learn something that will enhance your soul. So we need to initiate them in cultural consumption. How do we do this? I think that we have to make them become artists. I'm going to talk about art because that's my field. You have to have them hands-on experience. So don't make people create art instead of teaching them about art. We go into the classroom, and we don't say to the little kids, Beethoven was born in 1770 and he's the bridge between the classicism and the romanticism. No, you go and say, hey, ta-ta-ta-tan. Let's do that. Let's play a ta-ta-ta-tan with little kids. And they say, oh, what's this ta-ta-ta-ta? And then you talk about that. But it's the experience of doing something first and then understanding it. It's first trying something. Yeah? In Chile, we have an enormous youth orchestra experience, like in Venezuela. In Chile, we had a very important pianist, Claudio Arrau. Claudio Arrau was such an incredible superstar in my country. He was born in 1903, that everybody wanted to play the piano. I myself am a pianist. And pianists are, by definition, non-gregarious people because their right hand plays the melody, the left hand plays the accompaniment, and I'm by myself. I'm self-sufficient. And I don't need anybody else. As a conductor, as a pianist, I was always alone in my practice room while my peers who played the violin, they were playing with the symphony orchestra, and I was practicing by myself. Boring and lonely. I have 5 children. 4 of them play instruments, and I have forbidden them to play the piano. I said, no, Daddy, no piano, violin, cello, because I want them to play instruments that can participate, that are gregarious, and I want them to share. So again, I don't want the private aspect of culture. I want the social aspect of culture. So this leads us to
where's my thing here? Yeah, let me finish this. Now, we need to do amateurism. We need to do cultural hobbies. Yeah. Yeah. And how do I want to do this? I want to partner with the media. I want to make them into a refined audience. I want to make the media work with me. Now, when I do a concert, what do people do? They tell me, why don't you film the concert? And I say, and we're going to show it where? We're going to show it through the cultural channel. Who watches that? Nobody. You know, nobody watches. So why don't we find a way to produce some content that everybody will push? So I said, why don't we do the art capsule, like Dardar? Dardar. C'est l'histoire d'une œuvre d'art. But that's too long. In Chile, the media is owned privately. So we need to, we're 9:30 p.m., and we are between the news and the soap opera. And we have a lot of publicity, and it's extremely expensive, and the channel has to sell that. So we ask the government, and they tell them, could you buy 30 seconds? And we do ta-ta-ta-tan in 30 seconds. And we force feed this, like pâté de foie, tendon. We force feed this into the Chilean population in 30 seconds. And when we have done a lot of ta-ta-ta-tan and dardar in 30 seconds, then we might be able to do the next step, which is the 5-minute art program with a little countdown, time left. Why? Because people, they get involved in this and they see, oh, it's about art. But there's only 3 minutes left. Let's watch it. It's fun. Eduardo, your 10-minute program is almost over, you know. Can I tell you the last one? Even if it's not private, please do. Let me finish, because then after that we do the full art, and then we understand that culture is bonelento staratalwala. You have to give yourself some time. It's like slow food versus fast food. Thank you. Oh, bravo. Merci. Bon. Enfin, je vois que vous connaissez les bons programmes de France Télévisions. Donc, Rémi Pfimelin était content. Dardar, c'est un bon programme. Voilà. Il a beaucoup d'énergie. Hein. Il y a un mélange de pessimisme andin et d'énergie. Merci beaucoup de votre témoignage. Comme nous avons gagné comme 5 minutes grâce à vous, vous auriez pu parler beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes arrêté. On continue notre travail de rattrapage. Je voudrais vous remercier, non pas parce que je voudrais que vous restiez peut-être là, à moins que le dispositif ne le permette pas, parce qu'on va assister à un joli moment, mais dans quelques instants, une très belle performance artistique qui va mélanger, alors là pour le coup, là il y a déjà un mélange assez complexe entre le Maghreb et le Pacifique, mais on va demander à un de nos grands témoins, il y en a 2 aujourd'hui, Patrick Zelnick et Jérôme Clément qui est ici, mais Jérôme conclut, et Patrick Zelnick doit être ici. Voilà, have you met him before? He's a very good producer. Oui, vraiment. Bon, on lui laisse la place ici? Non, il est bien, il aime bien. C'est toujours un petit peu comme ça, Patrick, un peu à côté des choses. Et Patrick, vous qui avez eu, bon, on va pas raconter votre histoire, elle est connue. Il a travaillé pour des gens très sérieux, Richard Branson, et maintenant il est indépendant. Voilà. Et depuis des années, il se bat beaucoup pour l'édition indépendante en créant Naïve Livre, Naïve Vision et Naïve Musique. Bon, vous êtes un des représentants les plus singuliers et de l'industrie musicale. Cette terre de milieu dont on a parlé, qu'on a essayé de définir plus ou moins, mais enfin, entre le Pacifique et le Maghreb, c'était dit. Non, restez debout, vous êtes un témoin, là, il faut témoigner debout. Prenez un micro. Cette terre du milieu, est-ce qu'elle existe pour vous? C'est un peu ce que vous faites avec Naïve, non? C'est l'idée d'industrie indépendante tous les jours. Et où est-ce qu'on en est quelques années après la Convention sur la diversité culturelle et puis après vos combats de ces dernières années? C'est bien, moins bien? Quand j'écoute Eduardo, il y a autant de raisons de désespérer que d'espérer. Moi, par nature, je suis quand même optimiste. Je me bats pour construire l'avenir. Et je pense que les raisons d'espérer sont quand même plus grandes que celles de désespérer. Et je vais dire pourquoi. Ce qui m'a frappé dans tous les discours, c'est qu'on n'était pas dans un langage technologique. Et la technologie doit être au service de la création et pas l'inverse. Je pense que j'ai toujours été favorable, bien sûr, aux nouvelles technologies. D'ailleurs, je préside un lieu qui est consacré aux nouvelles technologies à Paris, la Gaîté Lyrique.
à condition de les maîtriser. Et là, vous avez effectivement bien énuméré les dangers ou les effets pervers des nouvelles technologies. Alors, moi, je pense qu'on ne devrait pas faire une distinction entre culture de masse et culture de niche. On a toujours présenté Naïve comme un label de niche. Moi, j'ai aucune envie de rester dans ma niche. C'est pas l'objectif. Quand on dit la diversité des publics est un objectif stratégique, je pense que la diversité des publics, elle est naturelle. C'est pas un objectif stratégique. C'est un objectif stratégique pour Obama, parce qu'il voulait être élu président de la République, pas président, mais président des États-Unis plutôt. Et il a utilisé formidablement Internet pour cela. Mais j'ai vu à la télévision la manière dont, avec des petits portables, ces militants allaient convaincre les électeurs de voter pour lui. Ils avaient toutes les caractéristiques, leur âge, leur métier, leur perversion sexuelle, etc. Là, je pense qu'on va trop loin. On va trop loin et qu'à force de cibler, on enferme dans un cadre qui est humainement insupportable. Donc il faut réguler. On a parlé de censure souvent. Je veux dire, ça m'a frappé quand Facebook, qui est pourtant un réseau social de liberté, avait décidé de censurer L'origine du monde de Courbet. C'est quand même incroyable. Donc, je pense que tout a été dit. Donc, je vais pas redire ce qui a été dit. Je vais simplement faire 2-3 remarques. Culture de masse et culture de niche, c'est la même chose. L'objectif stratégique de diversité des publics, la diversité culturelle, il faut en créer les conditions. Il n'y a pas de diversité des publics s'il n'y a pas de diversité de l'offre. Quand on dit que grâce à Internet, on peut atteindre le plus grand nombre, c'est vrai, et d'une manière interactive, c'est juste, mais on est encore dans la période idéale. Période idéale où vous voyez sur certains sites des groupes du monde entier avec une musique extraordinaire. Je ne peux pas tous les signer parce que c'est impossible, mais une vidéo qui il y a 10 ans avait un coût de 20 000 euros, maintenant c'est l'internaute qui l'a créée lui-même pour 1 000 euros. Et elle est plus créative que celle qui était faite par les maisons de disques. Donc il ne faut pas industrialiser Internet. Et il ne faut pas industrialiser la culture. Et c'est malheureusement ce qu'on fait depuis un certain temps. Et l'autre exemple, qui est ce qui s'est passé au niveau du printemps arabe, qui ensuite débouche sur des situations qu'on ne connaît pas encore, montre à quel point Internet peut aussi être une arme de destruction massive. Donc, régulons Internet. Et puis surtout, préserver la diversité. Et la préserver, c'est, encore une fois, ne pas commettre les mêmes erreurs que dans le monde physique. Réguler la concentration, parce que moi je vous dis que dans 10 ans, il n'y aura pas plus de diversité sur Internet que dans le monde physique. Et l'industrie musicale, il se passe des choses. Il y a des rachats, Universal, EMI. Quelque chose me dit que vous devez vous intéresser à ces sujets-là, parce que Bruxelles... voulant éviter probablement la concentration, est-ce qu'il y a des affaires à faire en ce moment? Des affaires, il y a toujours des affaires à faire, mais c'est avant tout des rencontres. Et puis la diversité publique, c'est la rencontre entre l'artiste et le public. Moi, je suis un intermédiaire qui est censé accompagner les artistes. Alors, au niveau de la concentration, j'étais, je pense, le premier à dénoncer la concentration comme l'une des causes principales de la crise du disque. Parce qu'elle a créé le tout marketing et à un certain moment, le marketing l'a emporté sur la création. Alors, effectivement, Universal vient de racheter EMI. Ça donne une part de marché pour Universal dans le domaine du disque dans plusieurs pays supérieure à 50% pour un seul acteur. Donc, problème. Donc, problème pour la Commission européenne. Qui effectivement a demandé à Universal de vendre des catalogues, et notamment EMI France, EMI Classics, Virgin Classics, donc des catalogues importants.
qui représente presque 2/3 d'IMI Europe. Ça fait combien de... Ça fait 500 millions d'euros à peu près. Et si vous voulez vous porter acquéreur chez Oui, vous je vais poser ma candidature. Bon, ben voilà, c'est une le petite début de la dépêche semaine AFP. prochaine. Voilà. Donc Patrick Zelnick se porte acquéreur d'un catalogue de 500 millions. J'espère que vous les avez. Mais ici, vous avez plein de gens, d'amis, de bonne volonté. Non, vous aider. Hein, je ne les ai pas encore, mais je ne vais pas faire le tour de la salle avec. Alors, bah, tu as le droit, mais c'est pas la symphonie de Beethoven, c'est une minute. Hein. Pour terminer sur cette histoire de Bruxelles, c'est que ce que je voudrais éviter, c'est que ces catalogues se retrouvent entre les mains d'autres majors. Mes concurrents sont Warner, Bertelsmann. A priori, je ne fais pas le poids. Non, bah, attendez. On va voir. C'est que je pensais à votre réponse. Le problème, au moins dans mon pays, c'est pas la niche ou le grand. C'est le problème, c'est que les gens jeunes ne savent rien. Ils sont très ignorants. Alors comment est-ce qu'on fait pour qu'on les éveille? C'est ça le problème. Ah, c'est un sujet. Alors peut-être que bon, on est jeunes nous encore, non? Ça va. Il y a l'espoir. Il y en a plein dans la salle. Donc peut-être d'ailleurs, quitte à reperdre un peu de temps, une question ou deux, Madame, là-haut. Il faut un petit micro ou alors attendez. Voilà. Ami, merci. La chaîne de solidarité. Merci. Si vous voulez vous présenter. Mon nom est Elisabeth Markiewicz. J'ai un nom que monsieur devrait connaître. Et ma famille, dans les années 50, a lancé aux États-Unis l'idée du festival, qui finalement était de mettre un orchestre symphonique dans un champ de vaches. C'est comme ça que moi je le résume. Je suis donc partie de toute cette idée, de toute cette culture familiale. Et j'ai créé, et je le fais très rapidement, une chaîne de télévision qui ne montre que de l'art et qui est au Maghreb et qui est en HD, distribuée par Arabsat et qui est gratuite. Au moment de la révolution du jasmin, on a eu un nombre incroyable d'artistes du Maroc, de Tunisie, d'Égypte qui sont tous tapés à notre porte en disant on veut montrer nos films, et qui n'étaient que des films montrant la révolution elle-même. Je n'avais pas le droit de le faire parce que Arabsat m'a fait signer un contrat où je ne peux pas montrer ni la politique, ni les nus, ni la religion, mais je les ai tous poussés à revenir vers nous avec des œuvres métaphoriques. Donc ça, c'était pour la partie Maghreb. Pour vous, monsieur, je vous décourage forcément d'essayer de faire le dardard sur les chaînes traditionnelles parce que personne ne vous prendra. Faites votre propre télé comme je l'ai fait. Vous serez beaucoup plus libre. Et comme monsieur Zelnick vient de le dire, ça ne coûte plus 20 000 euros, ça coûte 1 000 euros et on peut le faire. Bon, merci beaucoup. Une question, je crois, par là. Une deuxième. Monsieur, présentez-vous. Matin, c'est-à-dire, en fait, y a-t-il une culture par convergence? Autrement dit, est-ce que la diversité culturelle va vers une explosion de la diversité, c'est-à-dire une pure relativité dans laquelle les cultures nécessairement ne feront que s'affronter? Est-ce que l'unification se fera par mode technologique ou est-ce qu'on va vers une convergence? Et cet après-midi, je commence à avoir des réponses. Il me semble que l'humanisme un peu idéalisé, qui à mon avis n'est pas capable de résister au système de l'image, est en train d'évoluer vers un humanisme dont je dirais qu'il est plus pragmatique. J'ai entendu qu'on est dans des démarches d'apprentissage et pas tellement dans des démarches de remplissage de tête. J'ai entendu aussi que c'est un humanisme de la dépendance envers autrui, ce qui me semble moi très innovateur. Et puis un humanisme de la lenteur, je trouvais ça intéressant. Un humanisme aussi de l'intégration, c'est-à-dire la même activité peut avoir une composante purement artistique, une composante sociale et un combat politique. Et puis la dernière chose qui m'a frappé, c'est que finalement, il faut qu'il y ait un engagement qui aille jusqu'à un courage, semble-t-il, assez extrême. Merci. Nabil, voulez-vous peut-être vous répondre? Moi, je pense que ce n'est pas grave si les cultures s'affrontent. L'important, c'est que les cultures existent là où elles soient et quelles qu'elles soient. Il n'y a rien de pire que l'hégémonisme culturel. Je pense qu'on l'a bien compris. Et qu'est-ce qui peut nous sauver de cet hégémonisme, à part un système éducatif qui nous apprend à réfléchir, ce qui est loin d'être le cas dans la plupart de nos pays, c'est les cultures. C'est une culture qui est proche, c'est une culture qui est accessible, c'est une culture frondeuse, c'est une culture qui ne ferait pas du manque de moyens ou du manque d'argent un argument pour masquer ses faiblesses, c'est une culture qui est connectée au réel, c'est une culture du désir. Tout simplement. Voilà, moi je pense que pour ça il faut du talent, il faut des idées, il faut un petit peu d'argent, il faut des tuyaux, mais il faut surtout beaucoup de courage. Donc quand on dit est-ce que la diversité du public ou des publics est un objectif stratégique, moi j'ai envie de dire non, c'est une nécessité vitale. Bon, oui, une question.
je voudrais souligner... Présentez-vous, parce que c'est la Alain règle. Sussfeld, Voilà. je dirige l'UGC. Je voudrais souligner un élément majeur dans la diversité, c'est celle du rôle de l'État. Je pense qu'il n'y a pas de diversité sans régulation, ce dans tous les secteurs. Comme l'a dit Patrick, la notion de diversité du public ne se conçoit que par l'intermédiaire de la diversité de l'offre. Et la diversité de l'offre, elle n'est pas donnée, elle doit être incitée, organisée, et l'accessibilité n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas d'audience derrière. Même si c'est une audience de niche, il faut qu'elle existe, il faut l'inciter, il faut la publier, il faut l'éditer. Donc soyons clairs, la politique est majeure lorsque dans des États comme les États du Maghreb, on voit l'État disparaître en matière de politique culturelle. Quand on connaît l'état des salles de cinéma au Maghreb, on est affligé de la situation dans laquelle elles sont et on sait qu'il n'y a pas d'autre politique possible que celle de la reconstruction. Et pour reconstruire, il faut vouloir, et pour vouloir, il faut réguler. Et je pense qu'en la matière, hélas, nous sommes une illustration de ce qu'il faut faire et on oublie trop souvent qu'en Europe, ce n'est pas par la concurrence entre les produits que l'on gagne, mais c'est par le cumul de nos initiatives que l'on fait demain une existence différente et que l'on est à la fois, comme l'est la France, le premier marché pour le cinéma américain, mais aussi le premier marché dans lequel le cinéma américain fait moins de 50% de part de marché. Comment on gagne? En réduisant la part du marché du cinéma américain, en augmentant les autres cinématographies et en faisant que la diversité a un sens. Et c'est toute la politique qu'il faut savoir mener sur l'ensemble des médias, et en particulier sur le net, et demain dans la logique de la musique. La musique a besoin de ce phénomène de régulation. Les indépendants sont une nécessité absolue face à la position des majeures compagnies américaines. La logique est la même sur d'autres médias. Je suis frappé, moi, en 5 ans, de la différence de la façon dont on parle du net. Il y a 5 ans, on était tous morts. Je me rappelle de la conclusion d'Attali. Aujourd'hui, nous sommes tous vivants. Bon, ça c'est une jolie conclusion, non J'aimerais bien qu'Alain Sussfeld devienne commissaire européen. Mais voilà, c'est vrai que c'est important. Les choses se passent beaucoup à Bruxelles, hein, on le dit tous ici. Monsieur Regard ajoute évidemment un commentaire, mais il va l'envoyer par tweet parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, écoutez, je voudrais vous remercier parce qu'avec vos diversités à vous, de culture, d'horizon, vos perspectives, vous nous avez fait vivre cette diversité-là. Et c'était un beau débat. Merci à vous. Non, c'est le dernier. Toujours un petit addendum. On y va. C'est le dernier. Non, parce que j'ai oublié de le dire. Mais j'aurais dû commencer par là, pour reprendre une citation connue. Mais je pense que le mot exception culturelle, ça a été dit avant moi, ne convient pas. La culture n'est pas une exception. La culture, elle doit être générale, comme le dit effectivement l'expression culture générale. Et en Europe, la culture n'est pas... Monsieur Barroso avait annoncé que le grand challenge de sa présidence, c'est de placer la culture au-dessus de l'économie. Là, c'est plutôt la culture au service de l'économie. Bon, Patrick, soyez candidat au poste de commissaire européen. Merci Nabil Ayouch, merci Sana Ghanima, merci Eduardo Brown, merci Patrick Zelnick.